soutien qui nous apporte. Parce que si nous voulons entendu jusqu'à Paris. Je chante le premier refrain et après la danse se met en place. C'est le chant du peuple né d'une entrée dans la paix de l'Agnon. C'est le chant du peuple né d'une entrée dans la paix de l'Agnon. Jour de colère, nous proclamons notre sable et notre fortune. Jour de colère, nous proclamons notre sable et notre fortune. Au son de la paix de l'Agnon, vivent les danseurs, les alevins et les lançons, sur la dune sous-marine. mais ils composent des chansons contre nos vols et la rapine. Mais ils composent des chansons contre le vol et la rapine. C'est le chant du peuple né d'une entrée dans la paix de l'Agnon. C'est le chant du peuple né d'une jour de colère, nous proclamons notre sable et notre fortune. Jour de colère, nous proclamons notre sable et notre fortune. Protégeons la faune et la flore contre les marchands de la mort. On est la flore contre les marchands de la mort. On était au 3 siècle, on était au marin, on va. Franchement, je suis très émue par votre présence à tous. Je sais que vous n'êtes pas venus en tant que spectateurs, que vous avez tous envie aussi de laisser votre trace, de dire ce que vous avez sur le cœur. Et pour ça, je vous propose un atelier là-bas où on vend bien sûr des autocollants pour nous soutenir, des parcelles aussi, des parcelles virtuelles bien sûr, pour soutenir, mais surtout pour payer nos procès. Mais on a aussi quelque chose d'un peu nouveau, une bande de papier sur laquelle on vous propose de noter toutes vos propositions d'action. Pourquoi? Parce que vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez envie que ça bouge, vous avez envie qu'on continue. Et si cette lutte doit continuer, eh bien ça sera aussi grâce à vous, grâce à votre soutien. Donc je compte sur vous, la table est juste à côté. Dans le prolongement, vous avez la table de Patrice Desclos. Lui, c'est notre spécialiste scientifique, donc posez-lui toutes les questions que vous avez envie, il saura vous répondre. Et nous sommes tous là aujourd'hui, vous êtes avec nous, on est tous ensemble, c'est pour moi tout ce qui compte. Nous sommes, je suis sûre, à un moment marquant dans notre histoire. Dites-nous votre solution, c'est chacun d'entre vous qui a le droit de s'exprimer. Il n'y a pas de censure ici. Oh, c'est gentil. Bonjour. Bon, moi j'ai réfléchi un petit peu à ce dossier que je suis depuis le début. En fait, ce sable coquillier sert à amender les terres des agriculteurs. Donc pour l'instant, nous avons encore beaucoup d'agriculteurs, c'est très bien. À un moment ou à un autre, nos agriculteurs auront disparu. Or, le sable coquillier continuera toujours à être extrait. Il y a quelques années, sur Perros, il nous est arrivé quelque chose. Sur la plage de Tresraou, nous avions plus de sable, plus que des cailloux. Donc, poser une serviette sur le sable et vous dessus, c'est pas possible. Donc, il faut bien se dire que ce sable, il s'est pas évaporé, il est reparti au large. Donc, moi, j'ai suivi le dossier, je sais qu'il y a des courants. On m'a dit, c'est pas possible que le sable parte des plages. Alors, moi, je veux bien, mais il n'est pas parti tout seul. Si les touristes fuient nos plages, en plus des dégâts écologiques, nous aurons un problème économique. Alors c'est peut-être un bon moyen aussi de rallier à notre cause les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs. Mais en attendant, les dégâts seront faits puisque l'extraction a commencé. Monsieur Macron est venu au charbon, c'est lui qu'on a envoyé. Cette décision, elle n'a pas été prise toute seule. Il s'est défaussé sur la justice. Il faut bien dire qu'au-dessus de notre gouvernement, il y a quand même quelqu'un qui tire les ficelles. Il faut savoir qu'il y a d'énormes enjeux financiers, et que personne n'ose s'attaquer à des grosses sociétés comme la Cannes. Maintenant, moi je me suis dit, ce sable coquillier, le calcaire, on peut le trouver ailleurs.
Nous avons la chance d'avoir ici, sur la côte de Granit-Rose, le maximum de restaurateurs sur toute la côte. Nous avons des déchets de coquillages, coquilles Saint-Jacques, les praires, les palourdes, les moules, les huîtres. Pourquoi ne pas organiser un ramassage de tous ces déchets, les concasser et faire un amendement? Alors ça coûte cher. Les agriculteurs, eux, ils payent, ils ont clé en main l'amendement sur leur champ. Donc une fois que ces déchets seraient ramassés, il faut une usine de concassage, ça coûte cher. Ensuite, il faut amener directement l'amendement sur les champs, ça coûte cher aussi. Nous laissons tous les ans 9 milliards à Bruxelles, pourquoi ne pas les récupérer et s'en servir pour aider nos agriculteurs? Nos fonds marins sont épargnés, nos restaurateurs sont contents. Bon, écoutez, je ferai une interview plus tard et vous la retrouverez sur Internet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci encore. Merci en tout cas. Diverses et variées qui répondront aux devoirs d'information que nous avons à votre égard. Et nous terminerons ce... Je voudrais remercier M. Roulier et je voudrais remercier M. Macron. C'est quand même un trio infernal sans lesquels on peut se demander ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas existé. Mais tous les trois ensemble, on est bien parti. Voilà, ceci dit, je vais ramener... Union et rassemblement. Union et rassemblement. Union et rassemblement. Bien, alors je vais préparer un petit texte. Toute la saison, je suis sur la mer, principalement sur la mer. Et... Toutes les victimes, comme vous dites. Monsieur, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre la parole tout à l'heure. Merci. Commence pas comme ça, alors. Oui, bon, alors je disais. Et tu lâches un peu là, t'arrêtes parce qu'on peut faire du bruit nous aussi, hein. On le fera ce rassemblement, on est là pour ça. Non, arrêtez. Je vous demande tous d'arrêter, nous sommes ici ensemble, nous devons le rester ensemble. Eh bien alors on crée les conditions. Alors, nous sommes ici pour une raison. Je vais reprendre François. Bien, nous avons tous une vraie bonne raison d'être réunis ici. La baie de l'Agnon, c'est notre territoire. Nous sommes ici pour le défendre et nous l'avons décidé. Parce que nous sommes tous ensemble ici à l'Agnon pour crier notre colère. Nous donnons une impulsion nouvelle à cette résistance. C'est une mobilisation citoyenne, collective et massive qui nous fera réussir. Tous les jours, pendant le 6 mois à peu près de l'année, je suis en mer. Et en mer, qu'est-ce qu'on voit? Et particulièrement cette année, c'était assez remarquable. On croise des dauphins, il y en avait plein la baie cette saison. On croise des phoques, on croise des oiseaux. Et on voit bien que cette baie-là, elle est extrêmement riche et elle mérite une attention tout à fait particulière. Et c'est pour ça que aussi on se bat. Nous vivons dans la baie de l'Agnon avec ce peuple-là, un peuple animal, avec qui nous n'avons pas de discours inutiles, un peuple qui ne partage pas nos aventures humaines stériles parfois, mais un peuple qui partage notre territoire. Il y a le peuple des dunes ici, à l'Agnon, dans tous nos villages, et il y a le peuple des dunes en mer. Et celui-là, c'est pour celui-là aussi qu'on se bat. Cette gestion écologique est l'une de nos responsabilités fondamentales. Personne ne pourra l'assumer à notre place. La mer demande à respirer un petit peu, et nous sommes réunis pour le dire, espérant ne pas avoir à le crier plus fort dans les jours et les mois qui viennent. Merci à tous de votre soutien, et je voulais remercier toutes les associations qui nous aident, et je voudrais remercier tous les adhérents et toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de ces parcelles virtuelles et qui de cette manière nous aident. Voilà, merci à tous. C'est mieux en disant combien cette extraction de sable est une véritable atteinte à notre environnement et à tout ce qui fait notre vie à tous, et pas seulement à la vie d'Alençon. Et je pense que Yannick va vous lire des propos qui sont extraits des écritures de la Cannes elle-même, que notre ami Patrice a réussi à découvrir seulement au mois de mai. C'est donc la Cannes elle-même qui admet que c'est le Lançon qui est en jeu et qui est en vie. Et quand on sait combien il est à l'origine de toute une chaîne biologique, c'est effectivement
l'ensemble de la flore et de la faune qui est gravement mise en cause par cette extraction de sable. Juste avant, est-ce que vous pourriez avancer vers le fond de la place? Ça fait allusion à un document qui fait 652 pages. J'ai prévu d'en lire que 650. Donc, non, je voudrais dire plus sérieusement que nous, notre association, nous nous sommes trompés sur un point. Nous avons soutenu, nous avons écrit au printemps 2016 que du Lançon, la Canne ne savait rien. Certes, elle ne sait toujours pas tout du Lançon qui vit encore sur nos dunes, et ça n'a pas empêché qu'on laisse l'extraction commencer. Mais ce que la Canne sait depuis longtemps se trouve dans ce pavé de 652 pages qu'elle a elle-même produit et remis au service de l'État. D'abord un petit peu d'histoire avec 5 dates clés. En avril 2015, Macron donne son accord pour l'extraction. En septembre 2015, Valls et Macron signent le décret accordant à la Canne la concession dite Pointe d'Armor. Le 1er décembre 2015, on est donc toujours en 2015, c'est au préfet du 29 de signer les arrêtés autorisant l'exploitation. Puis du 22, puisque le préfet du 22 a été associé à la démarche. En décembre 2015, c'est-à-dire après tout ce que je viens de vous dire, la Canne a bouclé son dossier définitif dit état de référence, après les signatures. Ce dossier, il apparaît le 31 mai 2016. Ce pavé est rendu public, vous pouvez le consulter d'ailleurs, il est mis en ligne sur le site de l'Adréal. L'Adréal, pour ceux qui ne savent pas, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Il ne s'agit pas du logement du Lançon, puisqu'il est question de déloger. Je vous cite le petit extrait qui nous touche particulièrement. La Canne écrit donc ceci. Peu d'études ont étudié l'effet de l'extraction de granulats sur les communautés de Lançon. Un scientifique, un certain S.J. de Groot, montre en 1979 qu'après l'extraction, la topographie du site est modifiée et que les communautés benthiques, c'est-à-dire celles qui vivent et qui dépendent des fonds marins, voient leur biomasse, leur densité et leur diversité diminuer de façon spécifique. Cependant, ça c'est important, ces communautés peuvent revenir s'installer au bout de quelques années, 3 ans, dans le cas d'une exploitation ponctuelle. Mais si l'exploitation est régulière, les communautés benthiques ne reviendront jamais à leur stade d'origine. L'enfouissement de ces espèces dans le sable les rend vulnérables à cette exploitation. De Groot pense que l'exploitation totale d'une même zone ne devrait pas être autorisée. Et ça date de 1979. Sur la base d'autres d'études qu'elle n'a pas demandées et qu'elle a produites dans son rapport, la Canne nous annonce donc à l'évidence une destruction irréversible puisqu'on parle de 15 ans d'extraction, même si M. Macron essaie de réduire la dose, l'effet, en prétendant que 15 ans c'est mieux que 20 ans. Qu'est-ce que ça change? Donc ceci est à croiser avec d'autres études, parce qu'il y en a d'autres, mais on ne va pas tout lire, hein, qui vont toutes dans le même sens. N'y a-t-il pas là matière à stopper immédiatement ce qui ne peut conduire qu'à un désert sous-marin? Pourquoi a-t-on laissé faire ça? C'est une découverte récente pour nous, pour le public. Mais qui peut croire que l'État ne savait pas? Merci. Je fais partie de l'association de plaisanciers du Touélo, très Bambin. On est un lieu où il y a beaucoup de sable, mais de moins en moins. Et de moins en moins en bon état d'ailleurs, parce que nous avons des problèmes d'algues vertes avec une suite l'ostréiculture qui est une cause de l'algue verte. Nos stations d'épuration ne sont pas assez bonnes pour maintenir la faune et le site en bon état. Donc nous avons déjà énormément d'agressions suite au réchauffement climatique. La côte recule de façon assez visible et assez dramatique.
Nous avons déjà énormément de problèmes à gérer, sans plus avoir cette espèce d'extraction qui était exclue depuis 1996, parce qu'on n'a pas renouvelé les droits miniers au dernier sablier dans la baie de Lannion, pour cette raison simple et évidente que le sable n'est pas une énergie renouvelable, n'est pas une ressource renouvelable, que c'est un stock fini, que les plages, le niveau des plages diminue globalement chaque année et qu'on a la disparition par exemple de l'île Molène, voilà, qui est en train de se manifester, etc. Et on constate sur l'estran qu'il n'y a plus ni coquillages, ni crustacés, ni poissons, ni alevins en quantité suffisante, ça devient ridicule. Moi j'ai renoncé à pêcher à la crevette, j'ai renoncé à pêcher la coque et la palourde parce que, ma foi, elles sont pratiquement éradiquées par le tourisme, par la concurrence des huîtres et tout ça. Moi je ne reconnais plus mon estran, que je connais depuis 1976. Et j'ajouterai à ça que mon père est arrivé en 1976 parce qu'il y avait le problème de l'algue verte en baie de Saint-Michel et qu'il était chargé de faire un sujet, un documentaire là-dessus. Et vous voyez où on en est aujourd'hui. Voilà. Alors, moi j'ai vu le port de Trébordin se faire, j'ai vu tout ça se faire, les élus, tout le monde était contre, etc. Tout s'est toujours fait, jusqu'où on va aller à sacrifier notre territoire, notre terroir, notre culture, tout ça. Il y en a marre de l'action. Merci pour l'expression textuelle. Le premier, ce grand combat contre les extractions de sable, ici ou ailleurs, et qui est de surcroît, parce que nous avons fait le choix, notre avocat. Donc, merci à Jean Grézy de venir nous dire son combat, et en nous disant son combat, il dit le soutien qu'il apporte au nôtre. Merci Jean Grézy. Bonjour à tous. Je m'appelle Jean Grézy, avec André Berthoud, Alain Bonnet qui est ici présent. Nous avons constitué en 2006, dans le Morbihan, le premier collectif que nous avons dénommé le Peuple des Dunes. Nous étions en face d'un projet d'extraction dans la baie d'Étel, entre la pointe de Quiberon et de Gavre, qui devait permettre l'extraction de plusieurs millions de tonnes de sable chaque année à moins de 3000 décotes. Pendant 3 ans, grâce à une mobilisation citoyenne, grâce à l'intervention des élus, grâce à l'intervention de la presse qui s'est mobilisée, grâce surtout à l'intervention de scientifiques indépendants, nous avons réussi à mettre en échec le projet soutenu par 2 internationales du ciment, les groupes Lafarge et Italcementi. Cette mobilisation citoyenne qui a permis l'aboutissement de ce projet nous a conduit à proposer de dupliquer cette expérience, et c'est ainsi que sur la base de ces valeurs et d'une charte qui a été signée par tous, nous avons pu constituer un deuxième collectif à l'île de Sein, qui a été couronné de succès, puis ici à Lannion avec le peuple des dunes du Trégor et celui de Bas-Abréa. Nous sommes en train actuellement de constituer un nouveau collectif qui sera celui de Loire-Atlantique et de Vendée. Car toute la côte française est mitée par l'extraction, et c'est un combat qui est non seulement national, mais qui doit être planétaire. Nous savons les conséquences, nous connaissons les conséquences de ces extractions en mer. Nous savons qu'elles constituent un trouble et un dommage irréversible pour l'environnement. Nous savons que lorsqu'il y a eu des extractions, il n'y a plus de vie sous-marine. Nous savons que le trait de côte est agressé en permanence, que les plages se dégraissent, que la nature a horreur du vide,
et qu'elle comble automatiquement les extractions qui sont faites en mer par l'absorption de la dune côtière. Et lorsqu'il n'y a plus de dune, lorsqu'il n'y a plus de pare-choc pour arrêter les vagues, nous sommes en phase de submersion qui provoque pour les populations locales des dommages irréversibles. C'est donc un combat qui est nécessaire, qui est important, qui doit mobiliser toutes les énergies partout en France et bien sûr ici. Nous savons aussi que lorsqu'on extrait en mer, toute forme d'extraction produit une conséquence immédiate, l'apparition, l'exhumation du fond de la mer d'un certain nombre de bactéries toxiques que l'on appelle le pseudonychia, qui rentrent dans la chaîne alimentaire du plancton, qui rentrent dans l'alimentation et dans la vie sous-marine. Et si nous consommons ensuite des poissons ou des coquillages qui ont absorbé cette bactérie toxique, eh bien, la santé humaine est affectée. Or, vous ne trouverez dans aucun des dossiers, que ce soit ici ou ailleurs, d'études faites sur ce sujet. Or, c'est très important. Si je prends une image, peut-on, en période de grossesse, prélever du liquide amniotique impunément, sans porter atteinte au fœtus? C'est donc toute la vie sous-marine qui est affectée par une extraction. Et malheureusement, ce n'est pas à l'école des mines ou à l'inspection des finances que l'on apprend ce genre de choses. Mais vous êtes ici, il faut le rappeler. Madame Ségolène Royal a décidé, je dirais soudainement, d'apporter son concours et son soutien au peuple des dunes du Trégor dans ses recours. Espérons que ce n'est pas un simple calcul politique. Espérons que les collaborateurs qui travaillent au ministère de l'écologie et qui sont sous la dépendance fonctionnelle du ministère de l'Industrie et de Bercy auront suffisamment d'indépendance pour soutenir vraiment ce combat de tous contre l'extraction. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Trégoroises et Trégorois. Lundi dernier a été annoncé le résultat de notre requête au tribunal administratif en référé, et ce fut une mauvaise surprise. Nous le pensions, un bon dossier. L'audience au tribunal administratif s'était bien passée, le juge nous avait, semble-t-il, écoutés. Mais une fois de plus, le résultat a été favorable à Roulier. Incompréhension, déception, et je voudrais revenir un petit peu sur le déroulement de toute cette affaire depuis qu'elle a démarré en 2009. Il ne faut pas oublier que ce combat, nous le menons depuis le début, depuis la première demande de la Cannes d'exploiter donc ce gisement en baie de Lannion. Dès le départ, nous nous y sommes opposés. Lorsque l'enquête publique nous a proposé un dossier très faible, inconsistant, il y a eu un refus unanime des élus, il y a eu un refus de la très grande majorité de la population, et malgré tout, l'enquête a été déclarée positive avec quelques réserves. Ensuite a démarré une très longue procédure où les administrations ont été sollicitées pour donner leur avis. La DDTM, la DREAL, l'IFREMER, tous ont émis des avis réservés ou négatifs.
L'État a demandé à la CAN de répondre. La CAN a fourni quelques éléments de réponse et les avis sont devenus positifs ou n'ont plus été émis dans les délais, donc réputés positifs. Ainsi, la procédure s'est poursuivie. Les ministres ont hésité, les ministres successifs ont hésité. Nous les avons rencontrés. Arnaud Montebourg, qui nous disait « Comprenez bien que sur un petit dossier comme celui-là, si nous le refusons, comment allons-nous faire sur tous les dossiers à travers la France qui trouvent des oppositions dans tous les domaines ?» Nous étions donc un petit dossier. Et malgré tout, il n'a pas signé. Avec Emmanuel Macron, il y a eu une concertation approfondie, assez longue, des réunions avec beaucoup de temps, et toujours quand même dans la même logique, Emmanuel Macron a essayé de poser des conditions, en diminuant les quantités, en donnant des périodes d'extraction moins défavorables avec ce qu'on savait dans le dossier à ce moment-là, mais il a donc fini par signer. Et ça, nous le regrettons donc infiniment, et nous avons immédiatement, pour notre part, comme d'autres l'ont fait aussi, attaqué ce décret. Et un décret, ça s'attaque en Conseil d'État. Ce que nous faisons, alors c'est une procédure longue malheureusement, mais dont nous espérons quand même qu'elle aboutisse un jour, et favorablement bien sûr à nos thèses. Alors quand il y a un décret signé, eh bien l'administration se met en marche. Et les préfets, et en particulier le préfet du Finistère, eh bien, a commencé à préparer les 3 arrêtés qui sont nécessaires pour l'extraction. Ces arrêtés ont finalement été pris et la période en fait, d'extraction autorisée démarrait là début septembre. Donc pour notre part, nous avons introduit nous avons démarré une procédure au tribunal administratif en référé pour déclarer illégaux ces 3 arrêtés préfectoraux. Et c'est ce recours qui malheureusement donc n'a pas abouti. Alors nous allons continuer cette démarche au niveau de l'État, d'autant plus que notre refus du départ s'est affermi au fil du temps. Nous avons de plus en plus de raisons de refuser. Vous savez qu'il y a 3 niveaux selon lesquels on peut regarder ce dossier. D'abord, sur le plan environnemental, c'est celui que vous connaissez sans doute le mieux. Mais depuis le dossier de départ, d'autres études ont été produites. Et ces études montrent que le milieu est encore plus vulnérable, plus riche qu'on ne le croyait. On croyait qu'il y avait seulement 2 espèces de lançons qui se reproduisaient en été, c'est-à-dire au moment où la canne n'est pas autorisée à extraire. En fait, il y a une 3e espèce qui, elle, se reproduit en hiver. Dommage. Tant mieux pour nous, en fait. Et beaucoup d'autres domaines. Et une chose également que nous avons mis en évidence, c'était l'influence, le risque de la turbidité sur les espèces animales qui vivent dans la baie. Cela a été démontré également. Il y a des rochers qui ont des algues, qui ont des gorgones, qui ont donc une faune qui sera touchée si la lumière qui les atteint baisse. Et ce sera le cas avec cette extraction. Encore un élément nouveau qu'on peut apporter à notre dossier. Un autre élément encore très important, c'est la position du Conseil scientifique de la réserve des Sept-Îles, qui a fait la démonstration que l'extraction aurait des effets secondaires dramatiques pour la réserve des Sept-Îles et les zones Natura 2000. Donc, au plan environnemental, nous avons encore plus de raisons de nous opposer à ces extractions. Sur le plan économique, alors qu'au départ, le dossier a été abordé seulement sur 2 aspects pour la canne. D'abord, l'intérêt propre de la canne. Au début, on nous a dit, s'il n'y a pas d'extraction, nous allons avoir des centaines d'emplois qui vont disparaître. Peu de 1000 même, a été dit une fois. À la dernière séance du tribunal administratif, l'avocat de la canne a parlé de 6 emplois. Le groupe roulier, à travers le monde, c'est 7000 emplois. C'est plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Qu'on ne vienne pas nous dire que le groupe roulier est menacé par un refus d'extraction en baie de l'Agnon. Autre domaine également. On nous a dit
On nous a dit l'agriculture bretonne a besoin du sable coquillé. Je ne sais pas si vous interrogez les agriculteurs, en tout cas nous on l'a fait, et on nous dit non, moi j'utilise plus de sable coquillé, ou alors j'en utilise de moins en moins. Et pourtant donc la demande de départ, qui était de 400 000 tonnes au départ, a été réduite à 250 000 tonnes. Alors que la canne, par ailleurs, exploite d'autres gisements. La Hauraine, la Cormandière, d'autres, les Duons à côté de Morlaix, bref, produit déjà suffisamment, de notre point de vue, de sable coquillé. Comme je dis suffisamment, je manque pourtant d'éléments pour dire. Eux le savent, combien l'agriculteur bretonne a besoin de sable coquillé. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire, parce que ces données ne sont pas publiques, dans ce que prélève aujourd'hui la canne sur les côtes bretonnes, qu'est-ce qui va effectivement à l'agriculture bretonne, qu'est-ce qui va à l'étranger, et qu'est-ce qui va même éventuellement très loin, où les besoins de sable ne sont pas pour l'agriculture, mais pour bien d'autres usages. Vous le savez, le sable, c'est de l'or aujourd'hui au niveau mondial. Donc il faut le garder, ce sable, et pas utiliser cette extraction pour servir un marché et se faire beaucoup d'argent sur notre dos. Mais l'économie, c'est pas seulement l'économie vue de la canne. L'économie, c'est aussi ce qui est vu de nous, Trégorois, sur ce qui se passe dans la baie de Lannion. Et d'ores et déjà, après seulement 2 jours d'extraction, nous constatons les dégâts de ces extractions sur la dune et sur l'activité économique qui y est liée. La première activité économique, c'est la pêche. Eh bien aujourd'hui, après 2 extractions, les pêcheurs ont pu constater, d'une part, que le poisson a totalement disparu. Il s'est enfui, effrayé par les extractions qui ont eu lieu. D'autre part, les premiers trous qui ont été faits par le sablier, la suceuse qui crée d'énormes trous dans cette dune, est dangereuse pour les engins de pêche. Et donc, on voit très bien qu'après seulement 2 extractions, quelle est l'atteinte qui est portée donc à cette dune? Et on imagine, s'il fallait, parce que ce sera ça au bout du compte, quand on dit 250 000 m3 à terme, en hiver, ça veut dire une extraction par jour, le sablier tous les jours. Ça veut dire que la pêche ne pourra plus se faire en baie de Lannion et que l'environnement sera totalement détruit. Ça, on le constate après seulement 2 jours d'extraction. Donc, au point de vue économique, il n'y a pas que l'intérêt de la canne qui compte, il y a aussi l'intérêt de toutes nos activités économiques, la pêche en premier lieu, mais demain aussi le tourisme, la plongée, etc. Environnement, économie, et je rajouterai politique, démocratie. Nous sommes méprisés par la canne. Et je dirais nous sommes aussi méprisés par l'État, qui pense que nous pouvons accepter cette extraction de sable sans réagir. Le rouleau compresseur continue d'avancer. Nous avons beau dire unanimement, et là-dessus, tous les élus sont unanimes pour refuser cette extraction, et malgré tout, on nous l'impose. J'avais encore, il y a 2 jours, un appel d'Alain Cadec, président du conseil départemental. Vous savez que nous ne sommes pas du même bord. Mais néanmoins, il a réaffirmé son opposition totale. De tous bords, nous sommes opposés, on ne nous entend pas. Eh bien, je dis que là, il y a un vrai déni de démocratie. Nous représentons la population, nous représentons l'intérêt des Français. En fait, tout se passe comme si l'État ne pouvait rien refuser au groupe Roulier. Lorsque nous exigeons de nouvelles études, de nouvelles preuves, Roulier fournit des dossiers et l'État ne s'attache pas réellement au fond de ces dossiers.
qui devrait de plus en plus le conduire pourtant à refuser. Merci à monsieur. Je vais terminer. Demain, nous irons donc rencontrer Ségolène Royal elle-même. Et derrière, nous nous battrons jusqu'au bout. Nous sommes des élus responsables, des citoyens responsables. Nous représentons l'intérêt général contre des intérêts particuliers. Nous ne voulons pas voir détériorer notre côte déjà malmenée par les marées vertes ou les marées noires. Nous voulons continuer à vivre et à travailler dans ce coin de terre magnifique que nous avons reçu en héritage pour le transmettre aussi beau et riche aux générations futures. Continuons à nous battre, notre cause est juste, c'est pour cela que nous gagnerons et que justice nous sera rendue. Vous avez vendu la France! J'ai peur que M. Valls soit un peu sourd d'oreille et qu'il n'ait pas bien entendu. Donc là, vous vous êtes adressé à son oreille droite. Et comme il a certainement des problèmes d'audition, il va falloir régler son sonotone. Donc je vous propose maintenant de faire la même chose en plus fort pour l'oreille gauche. Un petit peu trop. Ce que j'aurais voulu dire, ce que j'aurais voulu ajouter, c'est qu'en fait la seule personne qui peut nous sortir de ce dossier épouvantable, abominable, c'est Marine, c'est le FN. Elle est la seule à avoir suffisamment de courage et d'obstination pour faire capoter ce dossier et enlever les autorisations. Une autorisation, ça se donne, ça s'enlève. Notre gouvernement n'a rien dans le pantalon pour arrêter ce dossier. Puis d'abord, ils n'ont pas la volonté. Il y a d'énormes intérêts financiers en jeu. Marine, elle s'en fiche des intérêts financiers. Ce qui compte, c'est le peuple, l'intérêt de la population. Si le peuple breton dit non, ça sera non. Elle suivra l'avis du peuple. Elle ne fait que le relais entre les souhaits de la population et le pouvoir exécutif. Voilà ce que j'avais à dire.